nous célébrions ma baby shower, alors que j'étais enceinte de 7 mois. Puis, soudainement, ma belle-mère est apparue de nulle part et a commencé à crier sur mon mari, « Comment oses-tu organiser une baby shower sans moi ?» Alors, j'ai regardé mon mari, et il a commencé à s'excuser auprès d'elle, en disant « Je suis désolé, maman. Je n'étais pas au courant. S'il te plaît, ne sois pas en colère. » J'ai souri à ma belle-mère, en disant « Parfait. Tu es là. Tu nous as manqué. Alors, fait-on ça ?» Il s'est mis à me crier dessus, « Ne parle pas et excuse-toi maintenant. » Puis sa mère m'a donné un coup de poing si violent dans le ventre, de toutes ses forces. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé dans la piscine. Alors que je me noyais dans l'eau, incapable de nager, en regardant mon ventre de femme enceinte, j'ai frissonné, car mon ventre. L'eau était froide, glaciale. En réalité, le mois d'avril en Oregon n'était pas assez chaud pour les piscines extérieures, mais nous avions quand même loué le lieu, car le patio couvert était magnifique. Personne n'avait prévu de se baigner. Le chlore me brûlait les yeux alors que je sombrais plus profondément, ma robe flottant autour de moi comme un parachute qui refusait de s'ouvrir. Mon ventre me paraissait étrange, tendu et anormal. Et à travers l'eau déformée, je pouvais voir des nuages sombres se répandre sur le tissu de ma robe d'été jaune. Du sang. Tellement de sang. Je ne pouvais plus respirer. Mes bras s'agitaient inutilement, tandis que ma robe gorgée d'eau me tirait vers le fond comme une ancre. Au-dessus de la surface, je pouvais distinguer les silhouettes floues des gens, figés au bord de la piscine. Personne ne sautait. Personne ne bougeait. À travers l'eau ondulante, j'ai vu mon mari, Trevor, enlaçant sa mère, Lorraine, au lieu de plonger pour sauver sa femme et son enfant à naître. Soudain, des mains ont agrippé mes épaules. Ma sœur, Monica, avait enlevé ses talons et sauté tout habillée, sac de marque compris. Elle a passé ses bras sous les miens et m'a hissé vers le haut, avec une force que je ne lui connaissais pas. Quand nous avons percé la surface, j'ai haleté et je me suis étouffé, de l'eau coulant de mon nez et de ma bouche. Appelez le 911, a hurlé Monica aux 30 invités qui regardaient la scène, comme s'il s'agissait d'un dîner-spectacle pour lequel ils avaient payé. Que quelqu'un appelle une putain d'ambulance. Ma mère, Ruth, est enfin passée à l'action, le téléphone déjà à la main. La mère de Trevor, Lorraine, se tenait là, parfaitement sèche près de la piscine, son visage arborant une expression de choc théâtral, une main pressée contre sa poitrine, telle une belle du sud sur le point de s'évanouir. Trevor lui tenait le coude, comme si elle risquait de s'effondrer sous le choc d'avoir été témoin de ce qu'elle venait de faire. C'était un accident, annonça Lorraine à qui voulait l'entendre. Elle a perdu l'équilibre. Je l'ai à peine touchée. Les crampes ont commencé avant l'arrivée des ambulanciers. Des douleurs aiguës et lancinantes qui me pliaient en deux sur le béton mouillé, pendant que Monica pressait des serviettes entre mes jambes, essayant d'arrêter le saignement. Ses mains tremblaient. Ma meilleure amie, Esha, se tenait à proximité avec son téléphone, et je me souviens avoir pensé, à travers la douleur, qu'elle était en train de filmer. Bien. Filme tout. Trevor, ma voix est sortie rauque à cause de l'eau de la piscine que j'avais avalée. Trevor, aide-moi. Il m'a enfin regardé, mais son regard s'est presque aussitôt détourné pour revenir vers sa mère. Elle pleurait maintenant. Des sanglots bruyants et théâtraux, clamant que ce n'était pas sa faute, que j'avais trébuché, qu'elle avait seulement tendu la main pour me stabiliser. Les mensonges coulaient de sa bouche aussi facilement que l'eau s'était engouffrée dans la mienne. Le trajet en ambulance s'est transformé en un cauchemar de lumière fluorescente et de visages inquiets. Monica me tenait la main, tandis qu'un ambulancier essayait de trouver le battement de cœur de ma fille. Le silence s'était étiré, bien trop longtemps. Quand il a finalement parlé, sa voix était douce, de cette manière soigneusement étudiée que les professionnels de la santé utilisent pour annoncer des nouvelles dévastatrices. Je suis désolé. Il n'y a pas de battement de cœur. Nous devons vous emmener à l'hôpital immédiatement. J'avais passé 7 mois à imaginer à quoi ressemblerait Nathalie. J'avais décoré une chambre de bébé dans des tons de lavande douce et de crème. J'avais acheté de minuscules chaussettes qui semblaient incroyablement petites, et j'avais lu des livres sur la parentalité jusqu'à ce que Trevor se plaigne que je devenais obsessionnel. Je l'avais senti donner des coups de pied, rouler et avoir le hockey en moi, une présence constante et rassurante qui me faisait me sentir moins seul, même quand Trevor travaillait tard ou oubliait d'appeler. Maintenant, il n'y avait plus rien, juste des crampes, du sang et la terrible certitude que ma fille était partie. Le personnel de l'hôpital m'a transporté d'urgence en chirurgie.
Quelque chose à propos d'un décollement placentaire et de procédure d'urgence. Le visage de Monica, baigné de larmes, fut la dernière chose que j'ai vue avant que l'anesthésie ne me plonge dans une obscurité miséricordieuse. Je me suis réveillé vide. C'est la seule façon de le décrire. Ils ont fait naître Nathalie, mort-née, pendant que j'étais inconsciente, ce qui signifie que je n'ai jamais pu la tenir dans mes bras de son vivant. Une infirmière aux yeux bienveillants m'a demandé si je voulais la voir, et j'ai hoché la tête, car que pouvais-je faire d'autre? Ils m'ont apporté cette petite personne, parfaite et minuscule, avec mon nez et les cheveux sombres de Trevor, pesant à peine 1,4 kg. Elle avait l'air de dormir. Je l'ai tenue dans mes bras pendant 2 heures, jusqu'à ce qu'il doive finalement me la reprendre. Trevor est arrivé 4 heures après l'opération. 4 heures. Il était resté sur le lieu de la fête pour calmer sa mère, qui était hystérique à cause de ce qui s'était passé. Quand il est entré dans ma chambre d'hôpital, il a eu l'audace d'avoir l'air agacé. C'est un désastre, a-t-il dit, au lieu de me demander comment j'allais. Maman est anéantie. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle pense que tu vas porter plainte ou un truc fou du genre. Je l'ai regardé fixement depuis mon lit d'hôpital, une perfusion dans le bras, le corps endolori par la chirurgie, les bras vides de la fille que je ne ramènerai jamais à la maison. Ta mère a tué notre bébé. Ne sois pas si dramatique. C'était un accident. Tu as perdu l'équilibre. Il s'est assis sur la chaise la plus éloignée de mon lit. Écoute, je sais que tu es bouleversé, mais nous devons penser à l'image que ça donne. Maman ne voulait pas que quelque chose de mal arrive. Elle m'a frappé dans le ventre. Elle tendait la main pour te stabiliser, et tu as bougé de manière inattendue. C'est ce que tout le monde a vu. Tout le monde a vu qu'elle a agressé une femme enceinte. L'expression de Trevor s'est durcie, devenant froide et méconnaissable. Sauf que ce n'était pas du tout méconnaissable, n'est-ce pas? J'avais eu des aperçus de cette personne tout au long de nos 3 ans de mariage. La façon dont il prenait toujours le parti de sa mère lors des disputes. Comment il annulait nos projets si Lorraine appelait avec une urgence fabriquée de toutes pièces. La fois où il lui avait donné une clé de notre maison sans me le demander, et où je l'avais trouvé en rentrant, en train de réorganiser les placards de ma cuisine parce qu'ils n'étaient pas rangés correctement. Si tu essaies de causer des problèmes à ma mère, c'est fini entre nous, a dit Trevor d'un ton sec. C'est la famille. Tu dois laisser tomber. Il est parti avant la fin des heures de visite. Il ne m'a pas embrassé pour me dire au revoir. Il n'a pas posé de questions sur Nathalie. Il est juste sorti, comme si j'étais une affaire désagréable qu'il avait suffisamment traitée. Monica est revenue ce soir-là avec nos parents et une avocate. Ruth s'était occupée de passer des appels pendant que j'étais en chirurgie. Mon père, Case, d'habitude le comptable le plus doux de Portland, semblait prêt à commettre un meurtre. Nous portons plainte, a dit Monica. Il n'y avait aucune question dans sa voix. Au pénal et au civil. Cette femme t'a agressé. L'avocate, une femme au regard perçant nommée Valérie Chen, a sorti une tablette et m'a montré la vidéo qu'Esha avait enregistrée. La regarder était surréaliste. Je pouvais voir le visage de Lorraine, tordu de rage. Je pouvais la voir armer son bras et enfoncer son poing dans mon ventre de femme enceinte, avec une force claire et indubitable. Je pouvais voir Trevor s'excuser auprès d'elle, et non auprès de moi. Je pouvais me voir basculer en arrière dans la piscine, tandis que 30 personnes restaient figées sous le choc. C'est au minimum une agression avec coups et blessures, a dit Valérie. Compte tenu de la grossesse et de l'issue, le procureur de la République engagera probablement des poursuites plus graves. La preuve vidéo est accablante. Trevor a dit que tout le monde témoignerait que c'était un accident, ai-je murmuré. Le sourire de Valérie était celui d'un prédateur. Votre amie a filmé toute la scène sous plusieurs angles. Elle a aussi enregistré Trevor et Lorraine, en train de briefer les invités sur ce qu'ils devaient dire avant l'arrivée de l'ambulance. Nous les avons en vidéo, en train de conspirer pour couvrir un crime. Au cours des 3 jours suivants, pendant que je restais hospitalisé, l'histoire s'est déroulée comme un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Trevor était retourné vivre chez ses parents. Il avait engagé un avocat qui envoyait des lettres de menaces pour protéger sa mère de fausses accusations. Lorraine s'était tournée vers Facebook, avec un long message expliquant comment elle était injustement blâmée pour un accident tragique, et comment sa belle-fille instable essayait de détruire leur famille. Le message incluait plusieurs émojis en pleurs et une photo en noir et blanc d'elle-même, arborant un air de deuil approprié. La section des commentaires était un champ de bataille.
La plupart des gens voyaient clair dans son jeu, surtout après qu'Esha a publié la vidéo publiquement, avec une légende détaillée expliquant exactement ce qui s'était passé. La vidéo est devenue virale. En 24 heures, elle avait été partagée des milliers de fois sur de multiples plateformes. Les médias s'en sont emparés. Soudain, tout le monde avait un avis sur l'attaque de la baby shower et la belle-mère monstrueuse. Mais Lorraine avait ses défenseurs. Principalement des femmes d'âge moyen qui semblaient penser que les belles-filles étaient des créatures intrinsèquement manipulatrices, cherchant à voler leur précieux fils. Elles ont inondé mes réseaux sociaux de messages haineux, me traitant de menteuse, de croqueuse de diamants, de sorcière vengeresse essayant de détruire une grand-mère innocente. Quelqu'un a retrouvé mon lieu de travail et a appelé mon patron, exigeant que je sois renvoyé pour fausses accusations. J'ai supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux depuis mon lit d'hôpital, et je me suis concentré pour ne pas m'effondrer complètement. Les pompes funèbres attendaient des décisions pour le service de Nathalie. Mon corps avait besoin de temps pour guérir de l'opération. Ma compagnie d'assurance avait besoin de paperasse. Tout exigeait une énergie que je n'avais pas. Monica s'est occupée de la plupart des choses. Elle a organisé un petit service commémoratif dans la chapelle d'un funérarium, a choisi un minuscule cercueil blanc qui m'a fait sangloter quand je l'ai vu, et a fait en sorte que Nathalie soit enterrée dans une concession du cimetière, à côté de l'endroit où notre grand-mère était inhumée. Seule la famille immédiate et les amis proches étaient présents. Trevor n'est pas venu. Il m'a envoyé un texto le matin du service, disant que sa présence serait inappropriée étant donné les circonstances. J'ai enterré ma fille sans que son père ne soit présent. Debout devant cette petite tombe, j'ai senti quelque chose en moi se transformer, passant du chagrin à une rage froide et déterminée. Les poursuites pénales ont avancé, malgré les tentatives de l'avocat de Trevor d'interférer. La procureure de la République, une femme nommée Pamela Rodriguez qui avait elle-même 2 filles, a personnellement pris l'affaire en main. Elle a inculpé Lorraine pour agression au 2e degré et mise en danger d'autrui ayant entraîné la mort. Les charges étaient passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans. Lorraine a plaidé non coupable et a payé sa caution en utilisant sa maison comme garantie. Elle a immédiatement repris sa campagne sur les réseaux sociaux, publiant des mises à jour quotidiennes sur le fait qu'elle était persécutée par un système corrompu, contrôlé par sa belle-fille vengeresse. Son église a organisé une veillée de prière pour elle. Une chaîne de télévision locale l'a interviewée, et elle a pleuré devant la caméra, racontant comment elle avait seulement essayé de m'aider à me stabiliser avant que je ne tombe. Puis, la chaîne de télévision m'a interviewé. Je me suis assise dans la chambre vide de mon bébé, entourée de vêtements que Nathalie ne porterait jamais et de jouets avec lesquels elle ne jouerait jamais, et j'ai dit la vérité. Je leur ai montré les photos d'échographie, les invitations à la baby shower, la chronologie des événements. J'ai passé la vidéo de Lorraine me frappant, et je leur ai montré les dossiers médicaux détaillant le décollement placentaire causé par un traumatisme contondant à mon abdomen. L'opinion publique a radicalement changé après la diffusion de cette interview. Soudain, les partisans de Lorraine sont devenus plus silencieux. D'autres vidéos ont fait surface, la montrant à la baby shower avant l'attaque, se plaignant bruyamment à d'autres invités de ne pas avoir été consultés sur l'organisation de la fête, de se sentir exclus de la vie de son fils, de la façon dont je contrôlais Trevor et essayais de l'éloigner de son futur petit enfant. Plusieurs invités se sont manifestés avec des Valérie Chen à intenter une énorme action en justice au civil contre Lorraine et Trevor. Nous avons poursuivi pour homicide involontaire, détresse émotionnelle, frais médicaux et perte de consortium. Le montant en dollars me donnait le vertige. Valérie m'a assuré que nous gagnerions. L'affaire pénale prend de l'ampleur, mais c'est ici que nous leur ferons vraiment mal, a-t-elle expliqué lors d'une réunion dans son bureau du centre-ville. Nous nous attaquons à tout. Sa maison, ses comptes de retraite, ses actifs. Et Trevor ne peut pas se cacher derrière sa mère sur ce coup. Il a été témoin d'un crime et n'a pas porté assistance à sa femme. Il vous a laissé vous noyer dans cette piscine. C'est au minimum un abandon, voire une négligence criminelle. Je veux qu'il perde tout, ai-je dit, surprise par le venin dans ma propre voix. Valérie a souri d'un air approbateur. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Trevor a demandé le divorce 2 semaines après que j'ai intenté le procès. Sa requête invoquait des différends irréconciliables et demandait que nous partagions tous les biens matrimoniaux à 50-50e. Il voulait la moitié de tout ce que nous avions accumulé pendant notre mariage, y compris la maison que j'avais achetée avant notre mariage avec l'argent de l'héritage de mon grand-père. Valérie a ri en lisant sa requête. Il rêve. On va l'enterrer.
La procédure de divorce s'est déroulée en parallèle du procès pénal. Les deux affaires ont généré une couverture médiatique constante. Je ne pouvais pas aller à l'épicerie sans être reconnu. Des inconnus m'abordaient sur les parkings pour m'offrir leur soutien ou, occasionnellement, pour me dire que j'étais une personne horrible de poursuivre une grand-mère en deuil. Une femme m'a suivi dans un magasin Target, hurlant que j'avais tué mon propre bébé pour attirer l'attention. L'audience préliminaire pour l'affaire pénale de Lorraine a eu lieu en septembre, 5 mois après la mort de Nathalie. J'ai dû témoigner de ce qui s'était passé, décrivant l'attaque en détail pendant que Lorraine était assise au banc de la défense, s'épongeant les yeux avec des mouchoirs. Son avocat, un homme agressif nommé Patrick Sutton, a essayé de me dépeindre comme une menteuse instable et en quête d'attention, qui avait fabriqué tout l'incident. Entrer dans cette salle d'audience, c'était comme entrer dans une arène de gladiateurs. Tous les yeux se sont tournés vers moi alors que je me dirigeais vers la barre des témoins. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les joindre sur mes genoux. Patrick Sutton a tourné autour de moi comme un requin sentant le sang, ses questions conçues pour humilier et discréditer. N'est-il pas vrai que vous avez souffert de dépression pendant votre grossesse, a-t-il demandé, son ton dégoulinant d'une fausse sollicitude. J'ai eu des sautes d'humeur normales de grossesse, ai-je répondu prudemment. Et n'est-il pas vrai que vous aviez exprimé des doutes sur le fait de devenir mère à plusieurs de vos amis? Mon estomac s'est noué. Il a transformé une conversation privée que j'avais eue avec Esha, sur les peurs normales de la grossesse, en une preuve que je ne voulais pas de mon bébé. J'avais les angoisses typiques d'une future mère pour la première fois. C'est complètement différent de ne pas vouloir de mon enfant. Mais vous avez bien dit, et je cite, « Parfois, je me demande si je suis prête pour ça, n'est-ce pas ?» Pamela Rodriguez a objecté, arguant que la question était sortie de son contexte. Le juge Franklin a accepté l'objection, mais le mal était fait. Patrick avait planté la graine dans l'esprit des gens, que peut-être je n'avais pas voulu Nathalie. Que peut-être j'avais orchestré toute cette tragédie pour attirer l'attention, ou pour l'argent de l'assurance, ou pour quelque autre motif malsain que son esprit juridique pouvait imaginer. Le contre-interrogatoire a duré 3 heures. Il a remis en question chaque détail de mon récit, suggéré que j'avais bu à la fête malgré les multiples témoins confirmant que je n'avais bu que de l'eau pétillante, insinué que ma relation avec Trevor était difficile et que j'utilisais cette situation pour le punir. Au moment où j'ai quitté la barre des témoins, je me sentais écorché vive, chaque moment privé de ma vie exposé et recadré comme une preuve de ma prétendue instabilité. Mais ensuite, Pamela Rodriguez a passé la vidéo. En entier. Pas seulement le coup de poing et la chute, mais les 15 minutes qui ont précédé. Lorraine arrivant et commençant immédiatement à crier. Son visage tordu de rage alors qu'elle réprimandait Trevor. La façon dont elle a tourné cette fureur contre moi quand j'ai essayé de désamorcer la situation. Le geste calculé avant qu'elle n'enfonce son poing dans mon ventre. La précipitation immédiate de Trevor pour la réconforter, elle, au lieu de moi. La salle d'audience est devenue silencieuse pendant la diffusion de la vidéo. J'ai vu les visages du jury passer de la curiosité à l'horreur, puis au dégoût. Une femme au dernier rang a commencé à pleurer. Le sourire confiant de Patrick Sutton s'est estompé pour laisser place à une résignation aux lèvres pincées. La preuve vidéo rendait son travail difficile. Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu Lorraine me frapper. Les ambulanciers qui sont intervenus ont décrit m'avoir trouvé en sang dans la piscine. Le médecin qui a pratiqué mon opération d'urgence a expliqué comment le traumatisme contondant à mon abdomen avait provoqué le décollement placentaire qui a tué Nathalie. Le docteur Marcus Shaw, le gynécologue obstétricien qui suivait ma grossesse, a témoigné de mon excellente santé prénatale. Cette patiente avait une grossesse tout à fait normale et saine jusqu'à l'agression, a-t-il déclaré fermement. Le traumatisme à son abdomen a directement causé le décollement placentaire. Sans ce traumatisme, elle aurait mené sa grossesse à terme et accouché d'un bébé en bonne santé. Patrick a tenté de suggérer d'autres causes médicales, faisant appel à son propre expert qui a spéculé sur de rares décollements spontanés. Pamela a détruit son témoignage lors du contre-interrogatoire, lui faisant admettre qu'il ne m'avait jamais examiné, qu'il n'avait jamais examiné mon dossier médical complet, et qu'il était payé 15,000 $ pour son opinion. Le juge a ordonné que Lorraine soit jugée, sans réduction de caution. Elle devrait porter un bracelet électronique et ne pourrait pas quitter l'État. Son avocat a qualifié cela de scandale. Pamela Rodriguez a appelé cela « une justice retardée », mais pas déniée. Le comportement de Trevor est devenu de plus en plus erratique à mesure que les deux affaires progressaient. Il a commencé à se présenter chez moi à des heures indues, frappant à la porte et exigeant que j'abandonne toutes les charges.
Monica avait emménagé avec moi après l'attaque, et elle appelait la police chaque fois qu'il apparaissait. J'ai finalement obtenu une ordonnance restrictive. Il l'a violée 3 fois avant d'être finalement arrêté et de passer une nuit en prison. Son employeur, une société immobilière commerciale du centre-ville, l'a licencié. Ils ont publié une déclaration disant qu'ils ne pouvaient pas employer quelqu'un impliqué dans des circonstances aussi troublantes, étant donné l'image familiale de leur entreprise. Trevor m'a accusé de la perte de son emploi sur Facebook, avant que son avocat ne le fasse supprimer le message. Les dépositions civiles ont été brutales. Valérie a interrogé Lorraine pendant 8 heures, la questionnant sur chaque détail de sa relation avec Trevor, ses sentiments à mon égard, ses actions à la baby shower. Lorraine a pleuré, crié et accusé Valérie de harcèlement. Le sténographe judiciaire a consigné chaque mot. Lorsque Valérie a interrogé Trevor, il a prétendu ne pas se souvenir de la plupart de l'incident, une amnésie commode qui s'est effondrée lorsqu'elle lui a montré la vidéo de lui-même, s'excusant auprès de sa mère pendant que je me noyais. Il n'a pas pu expliquer pourquoi il était resté sur les lieux de la fête pendant 4 heures, après que sa femme ait été transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Vous avez choisi de réconforter votre mère au lieu d'accompagner votre femme dans l'ambulance, a déclaré Valérie pour le procès-verbal. Maman était bouleversée, a marmonné Trevor. Votre femme saignait et se noyait. Votre enfant à naître était en train de mourir. Mais votre mère était bouleversée. Il n'avait pas de bonne réponse à cela. Pas plus que son avocat, qui a objecté vigoureusement mais n'a pu changer les faits fondamentaux. Le comptable judiciaire engagé par Valérie a découvert des choses intéressantes sur les finances de Trevor. Il avait secrètement transféré de l'argent de nos comptes joints vers un compte au nom de sa mère, plus de 40,000 $ transférés par petite somme sur la durée de notre mariage. Il avait également souscrit une carte de crédit à mon nom sans que je le sache, et l'avait utilisée au maximum pour acheter des meubles pour la maison de sa mère. Usurpation d'identité. Fraude financière. Les accusations criminelles contre Trevor ont commencé à s'accumuler, aux côtés de l'affaire de sa mère. En janvier, près de 9 mois après l'attaque, le procès pénal de Lorraine a finalement commencé. L'accusation a passé 3 semaines à présenter des preuves. Témoin après témoin a raconté ce qu'il avait vu. Des experts médicaux ont expliqué exactement comment Nathalie était morte. Des spécialistes du développement de l'enfant ont discuté de ce qu'aurait pu être sa vie si elle avait survécu. La défense de Lorraine reposait sur l'affirmation que tout n'était qu'un tragique accident. Patrick Sutton a soutenu que sa cliente tendait simplement la main vers moi lorsque j'avais trébuché en arrière, de mon propre chef. Il a suggéré que j'aurais pu délibérément tomber dans la piscine pour piéger Lorraine, que je n'avais peut-être jamais voulu du bébé en premier lieu. Le jury a délibéré pendant 6 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Agression au 2e degré, mise en danger d'autrui ayant entraîné la mort. Le président du jury a lu le verdict à haute voix, pendant que Lorraine sanglotait de manière théâtrale au banc de la défense. Trevor était assis dans la galerie derrière elle, son visage vide. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. La juge, une femme plus âgée nommée Barbara Franklin, n'a pas mâché ses mots. Elle a condamné Lorraine à 18 ans de prison, qualifiant ces actes d'agression calculée contre une femme enceinte vulnérable, qui a entraîné la mort d'un enfant innocent. Lorraine a hurlé alors que les huissiers l'emmenaient, menotté. Trevor m'a lancé des accusations à travers la salle d'audience, jusqu'à ce que la juge Franklin le menace de poursuite pour outrage au tribunal. J'étais assise au premier rang, entre Monica et Valérie, ne ressentant rien d'autre qu'un sentiment creux d'achèvement. 18 ans. Lorraine aurait 74 ans à sa sortie, si elle survivait aussi longtemps. Le procès civil s'est conclu 4 mois après la condamnation pénale, plus d'1 an après l'attaque. Avec la condamnation pénale de Lorraine, l'affaire civile est devenue presque une formalité. Le jury m'a accordé tout ce que Valérie avait demandé, et même plus, 8 millions de dollars de dommages et intérêts, à partager entre Lorraine et Trevor. Ils devraient liquider tout ce qu'ils possédaient et continueraient probablement à payer pour le reste de leur vie. Le procès civil a révélé des détails que j'ignorais. Les enquêteurs de Valérie avaient creusé profondément dans le passé de Lorraine, découvrant un schéma de violence et de manipulation qui remontait à des décennies. Le père de Trevor avait divorcé de Lorraine quand Trevor avait 12 ans, citant la violence domestique. Les archives judiciaires montraient 3 ordonnances restrictives distinctes déposées contre elle par d'anciens petits amis. Une ancienne voisine a témoigné que Lorraine avait attaqué la petite amie précédente de son mari sur un parking de supermarché, un incident qui avait abouti à des poursuites pénales,
plus tard abandonnée après que la victime eut déménagé hors de l'État et refusé de témoigner. Votre belle-mère a un historique documenté de comportements violents envers les femmes qu'elle perçoit comme des menaces pour sa relation avec son fils, a expliqué Valérie au jury lors des déclarations liminaires. Ce n'était pas une perte de contrôle momentanée. C'était un schéma qui a culminé avec la mort d'un enfant innocent. L'expert en jury comptabilité a témoigné de l'argent que Trevor avait volé de nos comptes. 43,000 $ sur 2 ans, soigneusement dissimulés par de petits transferts qu'il pensait que je ne remarquerais pas. Il payait l'hypothèque de sa mère, lui achetait une nouvelle voiture, finançait son style de vie pendant que je faisais des heures supplémentaires pour économiser pour le fonds universitaire de Nathalie. Avez-vous déjà discuté de ces transferts avec votre femme ? A demandé Valérie à Trevor lors de sa déposition, diffusée pour le jury sur un grand écran. Elle n'avait pas besoin de savoir, a marmonné Trevor sur la vidéo. Vous avez volé plus de 40,000 $ sur des comptes joints et vous ne pensiez pas que votre femme avait besoin de savoir ? J'aidais ma mère. La famille s'entraide. Mais votre femme n'était pas de la famille ? Trevor n'avait pas de réponse. Les expressions du jury m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont ce témoignage avait été reçu. La maison de Lorraine a été vendue aux enchères pour couvrir une partie du jugement. La voiture de Trevor, son bateau, ses comptes de retraite, tout a été saisi. Mon avocate a organisé des saisies sur salaire qui le suivraient pendant des décennies. Il a déclaré faillite, mais les jugements pour homicide involontaire ne sont pas annulables. Il paierait jusqu'au jour de sa mort. Le divorce a été finalisé peu de temps après. Trevor n'a rien obtenu, sauf des dettes et un casier judiciaire pour les accusations de fraude financière. J'ai gardé la maison, mes comptes de retraite, tout ce que j'avais apporté dans le mariage. Le juge a qualifié le comportement de Trevor de « répréhensible » et m'a tout accordé en compensation de son abandon et de ses abus financiers. J'aurais dû me sentir victorieuse. J'aurais dû ressentir un certain sentiment de clôture. Mais surtout, je me sentais juste fatigué. L'argent ne pouvait pas ramener Nathalie. La peine de prison ne pouvait pas défaire ce qui s'était passé. Ma fille était toujours partie, enterrée dans une concession que je visitais chaque dimanche avec des fleurs fraîches. 1 an après l'attaque, j'ai commencé une thérapie. Non pas parce que je voulais pardonner à Lorraine ou à Trevor, mais parce que je voulais trouver un moyen de continuer à vivre. Ma thérapeute, une femme directe nommée Dr Catherine Webb, ne m'a pas poussé vers le pardon, la clôture ou l'un des objectifs thérapeutiques habituels. Les premières séances ont été brutales. Le Dr Webb m'a demandé de décrire l'attaque en détail, de parcourir chaque moment, de l'arrivée de Lorraine à mon réveil à l'hôpital. Je me suis effondré plusieurs fois, incapable de raconter l'histoire sans sangloter. Elle s'asseyait patiemment, me tendant des mouchoirs, sans jamais me presser. Votre traumatisme n'est pas seulement lié à la perte de Nathalie, a-t-elle dit lors de notre 4e séance. C'est aussi une question de trahison. Votre mari vous a regardé vous noyer. Il a choisi sa mère plutôt que vous, au moment où vous aviez le plus besoin de lui. C'est une violation fondamentale de la confiance, qui va au-delà du deuil. Elle avait raison. La perte de Nathalie était dévastatrice, mais la découverte de qui était vraiment Trevor ressemblait à une blessure distincte. Comment avais-je pu manquer les signes ? Comment avais-je pu épouser quelqu'un capable d'une telle cruauté ? Ces questions me hantaient pendant mes nuits d'insomnie. Le Dr Webb m'a présenté à un groupe de soutien pour les femmes ayant vécu une perte de grossesse. Assise dans ce cercle de chaises pliantes dans le sous-sol d'une église, écoutant les histoires d'autres femmes, j'ai réalisé de combien de manières différentes la tragédie pouvait se dérouler. Fausse couche, mortinescence, mort subite du nourrisson, accident. Chaque femme portait son propre fardeau unique de chagrin et de culpabilité. Mais aucune d'entre elles n'avait perdu son bébé à cause de la violence. Aucune d'entre elles n'avait vu son partenaire l'abandonner dans son moment le plus sombre. Mon histoire était exceptionnellement horrible. Et d'une certaine manière, cela me faisait me sentir plus « vous avez survécu à quelque chose qui aurait détruit la plupart des gens », m'a-t-elle dit lors d'une séance. Vous n'avez pas à être d'accord avec ce qui s'est passé. Vous devez juste trouver un moyen de construire une vie malgré cela. Je me suis jeté dans le travail. J'étais graphiste avant que tout ne s'effondre, et d'une manière ou d'une autre, créer de belles choses à partir de rien m'a aidé à combler le vide en moi. Mes clients ont augmenté, mon portfolio s'est élargi. J'ai commencé à donner des cours de design au Community College le week-end. Monica m'a aidé à vider la chambre de bébé,
à tout mettre en boîte et à le donner à un refuge pour femmes. Nous avons repeint la pièce en gris neutre et l'avons transformée en bureau. Certains auraient pu y voir un signe que je tournais la page. Je le voyais comme une question de survie. Le 2e anniversaire de la mort de Nathalie est arrivé en avril. J'ai passé la journée sur sa tombe, parlant à la petite pierre tombale en marbre gravée de son nom et d'un ange endormi. Monica et nos parents sont venus plus tard avec des ballons et des fleurs. Nous avons eu une petite cérémonie, lâchant les ballons dans le ciel couvert de Portland. L'agent de probation de Trevor m'a contacté cet été-là. Trevor avait de nouveau violé l'ordonnance restrictive, passant devant ma maison à plusieurs reprises et envoyant des emails menaçants. L'agent de probation voulait savoir si je voulais qu'il soit arrêté ou si j'accepterais des mesures de protection supplémentaires. Arrêtez-le, ai-je dit sans hésitation. Chaque fois qu'il viole l'ordonnance, arrêtez-le. Trevor a passé 3 mois en prison pour la violation. La maison de ses parents a été vendue pour payer une plus grande partie du jugement civil. Sa nouvelle petite amie l'a quitté après avoir cherché son nom sur Google et découvert toute la sordide histoire. Sa vie était devenue exactement aussi misérable qu'il le méritait. Lorraine m'a envoyé une lettre de prison environ 3 ans après sa condamnation. L'enveloppe est arrivée chez moi, transmise par le bureau de mon avocate, conformément au protocole de protection des victimes. Valérie a appelé pour me demander si je voulais la lire ou la faire détruire. Je l'ai lue. Grosse erreur. La lettre ne contenait aucune excuse, aucune acceptation de responsabilité. Au lieu de cela, Lorraine a écrit 6 pages sur la façon dont j'avais ruiné sa vie, volé son fils et orchestré un plan élaboré pour détruire sa famille. Elle affirmait que la mort de Nathalie était la punition de Dieu pour mes péchés. Elle disait qu'elle priait chaque jour pour que je souffre comme elle souffrait. J'ai jeté la lettre et bloqué toute correspondance future. Certaines personnes sont incapables d'accepter la responsabilité de leurs actes. Lorraine mourait en prison, se croyant victime, et je ne pouvais rien y faire. 4 ans après l'attaque, j'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux au début, juste un café avec un gars que Monica connaissait du travail. Il s'appelait Gabriel, et c'était un professeur d'anglais au lycée, avec des yeux bienveillants et zéro drame. Quand je lui ai finalement raconté mon histoire, il a écouté en silence, puis a dit « Tu es l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. » Nous avons pris notre temps. Il comprenait quand j'avais de mauvais jours. Il venait avec moi sur la tombe de Nathalie pour son anniversaire. Il n'a pas essayé de me réparer ou de me presser à aller bien. Il existait simplement à mes côtés, solide, stable et réel. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie chez mes parents. Pas de grande réception, pas de longue liste d'invités, juste la famille et les amis proches. Monica était ma demoiselle d'honneur. Le meilleur ami de Gabriel de l'université était son témoin. Nous avons échangé nos vœux sous un érable dans le jardin de mes parents, promettant de nous aimer et de nous soutenir quoi qu'il arrive. Je n'ai pas envoyé de faire-part à Trevor. Je n'ai pas du tout pensé à lui ce jour-là. Trevor m'a contacté via Facebook 5 ans après le divorce, en utilisant un faux compte pour contourner mes blocages. Il a envoyé un long message décousu, disant combien il était désolé, qu'il avait fait des erreurs, qu'il voulait se racheter. Le message sentait le programme en 12 étapes, quelqu'un cochant des cases pour son parcours de rétablissement. J'ai bloqué le compte et n'ai jamais répondu. Son arc de rédemption n'était pas ma responsabilité. Sa culpabilité n'était pas à moi de l'absoudre. Il avait fait ses choix, et il pouvait vivre avec les conséquences. Lorraine est morte en prison quand j'avais 38 ans. Une crise cardiaque pendant la nuit, morte avant que les gardiens ne la trouvent lors de la ronde du matin. La sœur de Trevor a appelé pour me le dire, sa voix soigneusement neutre. Elle ne m'a pas invité à l'enterrement. Je ne voulais pas y aller de toute façon. Je n'ai rien ressenti en apprenant la nouvelle. Pas de soulagement, pas de satisfaction, juste la conscience lointaine qu'un chapitre était enfin, et définitivement, clos. Lorraine ne ferait plus de mal à personne. C'était suffisant. Gabriel et moi n'avons jamais eu d'enfant. Les complications de l'accouchement de Nathalie et de la chirurgie qui a suivi m'ont rendu incapable de tomber à nouveau enceinte. Nous avons parlé d'adoption, de famille d'accueil, d'autres options. Finalement, nous avons décidé que nous étions bien juste nous deux. Nous avons adopté 2 chiens de refuge, un border collie névrosé nommé Murphy et un lévrier paresseux nommé June. Nous avons pris des vacances, rénové notre maison et construit une vie qui semblait paisible et entière. Mais je visite toujours la tombe de Nathalie chaque dimanche.
Gabrielle vient avec moi maintenant, apportant des fleurs et s'asseyant en silence pendant que je parle à ma fille de tout ce qu'elle a manqué. Elle aurait 12 ans maintenant, probablement au collège, probablement en train de me rendre folle avec son attitude de préadolescente. Les gens me demandent parfois comment j'ai surmonté ce qui s'est passé. Ils veulent connaître le secret du pardon, de la guérison, du lâcher-prise. La vérité, c'est que je n'ai pardonné à personne. Je n'ai pas lâché prise. J'ai simplement choisi de continuer à vivre, malgré le poids immense de ce que je porte. La justice a aidé. Voir Lorraine aller en prison a aidé. Voir Trevor tout perdre a aidé. Mais rien de tout cela n'a ramené Nathalie. Et c'est la blessure qui ne guérit jamais complètement. J'ai juste appris à construire une vie autour d'elle, de la même manière que les vieux arbres poussent autour de leurs cicatrices, intégrant les dommages à leur structure sans que cela n'arrête leur croissance. Trevor a essayé de me contacter une fois de plus, se présentant à mon bureau 3 ans après la mort de Lorraine. La sécurité l'a fait sortir avant qu'il ne s'approche de moi. Son ordonnance restrictive avait expiré, mais j'en ai obtenu une nouvelle en quelques jours. Certaines personnes n'apprennent jamais. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans une station-service, vivait dans un studio, la plupart de son salaire étant toujours saisi pour payer le jugement civil. Il n'aurait plus jamais un emploi décent. Les vérifications d'antécédents montreraient toujours ce qu'il avait fait. Les résultats de Google raconteraient toujours l'histoire. Il avait fait son choix dans ces moments cruciaux à la baby shower, choisissant sa mère plutôt que sa femme et son enfant. Maintenant, il doit vivre avec ce choix pour toujours. Ma vie d'aujourd'hui ne ressemble que de très loin à la personne que j'étais avant que tout n'arrive. Je suis plus dure, plus prudente, plus lente à faire confiance. Mais je suis aussi plus forte, plus résiliente, plus claire sur ce qui compte. J'ai un mari qui déplacerait des montagnes pour moi. J'ai une sœur qui a sauté dans une piscine tout habillée pour me sauver la vie. J'ai des parents qui m'ont soutenu à travers la pire expérience imaginable. Pour le 12e anniversaire de Nathalie, Gabrielle et moi avons planté un cornouiller à côté de sa tombe. Il fleurit chaque printemps de délicates fleurs roses belles, fragiles et persistantes. Comme le souvenir de la fille que j'ai tenue une fois, brièvement, avant de devoir la laisser partir. Les gens veulent toujours que les histoires de vengeance se terminent avec une victime se sentant satisfaite, complète, guérie par la justice. La réalité est plus compliquée. Lorraine est allée en prison. Trevor a tout perdu. J'ai gagné toutes les batailles juridiques, mais je me réveille encore certains matins en cherchant une fille qui n'est pas là. J'ai encore des moments de chagrin écrasant où j'ai à peine la force de respirer. Le système judiciaire m'a donné tout ce qu'il pouvait, et ce n'était toujours pas assez pour combler le vide laissé derrière. Ce qu'il m'a donné, c'est la responsabilité. Il m'a donné la reconnaissance publique que ce qui s'était passé était mal, que les actions de Lorraine étaient criminelles, que l'abandon de Trevor était inadmissible. Il m'a donné la sécurité financière et la satisfaction de savoir que la mort de ma fille avait eu des conséquences pour les personnes responsables. Ce n'est pas rien. Les jours difficiles, quand le chagrin menace de m'engloutir, je me rappelle que je me suis battu. Je ne les ai pas laissés s'en tirer. Je les ai forcés à affronter ce qu'ils avaient fait, je les ai traînés devant les tribunaux, les procès et les jugements. La vie de Nathalie comptait. Sa mort comptait. Les batailles juridiques l'ont prouvé au monde entier. Alors non, je ne pardonne pas à Lorraine. Je suis contente qu'elle soit morte en prison. Je ne pardonne pas à Trevor. Je suis satisfaite que sa vie soit ruinée en permanence. Je ne me sens pas coupable de ces sentiments. Ils ont mérité chaque conséquence qu'ils ont reçue. Mais je ne leur laisse pas non plus occuper beaucoup de place dans mes pensées. Ils sont maintenant des notes de bas de page dans mon histoire, pas le récit principal. Le récit principal parle de survie, de construction d'une nouvelle vie, de trouver des moments de joie malgré une perte inimaginable. Chaque dimanche, sur la tombe de Nathalie, je lui raconte ma semaine. La dernière tentative d'évasion de Murphy et le refus obstiné de June de marcher sous la pluie. Le nouveau projet au travail et les vacances que Gabrielle et moi prévoyons. La promotion à venir de sa tante Monica et le nouveau camping-car de ses grands-parents. Je lui dis qu'elle nous manque. Je lui dis qu'on l'aime. Je lui dis que sa brève existence a tout changé, a révélé des vérités qui avaient besoin d'être exposées, et a mis fin à une relation toxique qui m'aurait finalement détruite. Et puis je rentre à la maison, à ma vie, celle que j'ai construite sur les cendres de ce jour d'avril où tout s'est effondré. C'est une belle vie, une vie paisible,
Une vie qui honore sa mémoire en refusant de laisser les personnes qui l'ont tué avoir encore le moindre pouvoir sur moi. Voilà ma vengeance. Pas seulement la peine de prison, la ruine financière et la réputation détruite. Mais ceci, j'ai survécu. J'ai guéri autant qu'une personne peut guérir d'une telle chose. J'ai construit quelque chose de beau à partir de quelque chose de brisé. Lorraine voulait me détruire. Elle a échoué. Trevor voulait m'abandonner pour protéger sa mère. Il a échoué. Ils ont tous les deux tout perdu, pendant que je trouvais un moyen de continuer. Chaque jour où je me réveille et choisis de vivre pleinement est un autre jour où je gagne. Chaque moment de bonheur, chaque rire avec Gabriel, chaque matin paisible avec un café et mes chiens, chaque dimanche sur la tombe de Nathalie où je peux prononcer son nom et garder sa mémoire vivante, tout cela est une victoire. Certaines personnes n'obtiennent pas justice. Moi, si. Certaines personnes n'obtiennent pas leur vengeance. Moi, si. Mais plus important encore, j'ai récupéré ma vie. Différente de celle que j'imaginais. Plus dure, plus triste et marquée par la perte, mais la mienne. Étage 12 ans plus tard, debout devant la tombe de ma fille avec mon mari à mes côtés et les fleurs du printemps qui éclosent autour de nous, je peux enfin dire que je vais bien. Pas heureuse tout le temps, pas indemne du deuil, mais fondamentalement, essentiellement bien. Lorraine ne peut plus faire de mal à personne. Trevor vit dans les ruines de ce qu'il a choisi. Et moi, je suis là, toujours debout, toujours en train de me battre, toujours en vie. C'est ainsi que cette histoire se termine. Non pas avec une clôture parfaite ou une guérison complète, mais avec la survie, avec la justice, avec une vie reconstruite à partir de morceaux que je pensais trop brisés pour jamais se réassembler. Nathalie Rose, née sans vie le 18 avril. Aimée pour toujours, regrettée pour toujours, et pour toujours la raison pour laquelle j'ai appris à quel point je pouvais être forte quand il le fallait.